Le problème de l'anticipation de cette pandémie aujourd'hui, c'est qu'il y a une information qui est faite sur l'organisation des soins, le plan blanc, les articulations entre les équipes, et que cette anticipation néglige la dimension palliative de l'épidémie. Or, on le sait qu'il y en aura une. On sait que un grand nombre de malades vont mourir à l'occasion de cette épidémie de grippe. Il faut donc que nous prévoyions, nous intégrions dans les procédures qui sont mises en place actuellement, il faut donc que nous intégrions cette dimension, pas seulement dans le funéraire, dans l'organisation du funéraire, de ce qui se passe après que les patients sont morts, pas dans l'anticipation, comment on organise l'arrivée des patients, leur tri réanimation par réanimation, mais entre le moment où les patients ne vont pas en réanimation et où ils décèdent, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps avec des symptômes, il y a un laps de temps avec des soignants qui vont être en interaction avec ces malades, et il y a un laps de temps pendant lequel il n'y aura peu ou pas de contact entre le malade qui s'aggrave et sa famille. Ces trois niveaux de questions, symptômes, quoi faire pour les soignants, comment communiquer avec la famille, ces trois niveaux doivent être pris en compte dans les procédures qui sont réfléchies actuellement. Et ces procédures doivent être communiquées aux soignants. Quand on sera en pleine crise, nous n'aurons plus le temps, nous n'aurons plus les moyens de réfléchir à cela. Donc c'est aujourd'hui que l'information que la réflexion d'abord, l'information doit circuler sur ces questions-là, car ce sont les questions qui vont se poser aux professionnels de santé. Il faut être réaliste, une partie de l'équipe sera malade, on fera avec les soignants, on fera avec les patients qui arriveront, et on fera avec les soignants qui seront présents. Donc, à partir du moment où on est dans un système de crise, il est évident que il faut ajuster nos idéaux. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'on devra ajuster nos idéaux qu'il ne faut pas y réfléchir. Justement parce qu'on va travailler, on appelle ça en procédure dégradée, justement parce qu'on sait qu'on va travailler en procédure dégradée, réfléchissons à jusqu'où la dégradation sera acceptable. Puisqu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on connaît dès à présent, un nombre de paramètres de l'équation qu'on a dès à présent pour essayer de prévoir des choses. Avec les équipes de soins palliatifs, entre l'idéal des soins palliatifs développé il y a une vingtaine d'années et ce que vivent les équipes aujourd'hui au quotidien, il y a déjà eu un travail d'ajustement considérable qui a été réalisé. Je ne dis pas qu'il se réalise de gaieté de cœur, toujours, mais il a été réalisé. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre dans ces 10-20 dernières années. Qu'est-ce que nous avons su préserver de l'idéal, pour le dire autrement, qu'est-ce qui nous a paru le plus important à préserver dès lors qu'on était en situation contrainte, parce qu'il y avait moins de soignants, moins de moyens, moins de temps aussi, la question du temps que tu poses. On a appris à travailler différemment tout en préservant les choses qui nous paraissaient essentielles dans le soin, essentielles au soulagement du patient, à l'accompagnement des familles. Je crois qu'il faut essayer de tirer des enseignements de ces expériences acquises pour voir comment ça pourrait un cran plus loin se produire dans une situation de grande panique ou de grande crise. D'abord, me semble-t-il, on préserve le soulagement du malade. On parle donc de malades qui vont s'aggraver, on parle donc a priori de malades qui vont s'aggraver sur le plan respiratoire, ceux qui n'iront pas en réanimation, donc on parle de symptômes respiratoires, asphyxiques. On sait que ce sont des symptômes, en dehors de toute situation épidémique, qui sont déjà extrêmement paniquantes, pour le malade en premier lieu, pour ses proches, là il n'y en aura peut-être pas, pour l'équipe soignante, là il y en aura. Il faut donc avoir quelque chose à proposer, des traitements à proposer pour soulager rapidement ces patients. Sinon, à l'agitation liée à la désorganisation du système de santé en situation de crise épidémique, s'ajoutera la panique liée à un symptôme mal soulagé. Et donc on réouvrirait de façon assez catastrophique on ferait la place à des euthanasies qui
en sortie de crise, s'avérerait, à mon avis, assez mal vécu par les proches, assez mal vécu socialement, assez mal vécu par les soignants qui auraient du mal a posteriori à légitimer ce genre de pratique, alors même que d'autres solutions existent. Donc c'est vraiment notre responsabilité aujourd'hui d'anticiper ces situations et de mettre en œuvre un certain nombre de formations, de protocoles et de procédures pour que les soignants qui seront dans ces situations d'urgence puissent savoir quoi faire face au moins aux situations de détresse respiratoire. Et j'allais dire de la même façon, ça prend pas forcément beaucoup de temps, puissent savoir quoi faire dans une idée d'accompagnement des proches. Je pense que ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. Pour peu que ça ait été organisé en amont, d'avoir un circuit de l'information des proches. Comment on va prévenir les proches du décès d'un malade. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps de mettre en place un système, je vais qualifier ça de mémoire, quelle trace les soignants qui vont constater ces décès vont pouvoir transmettre à la famille en sortie de crise. Il faut réfléchir à ça, il faut donner des éléments concrets aux familles, pour que les familles en sortie d'épidémie puissent entamer un processus de deuil qui ne soit pas complètement déstructuré par la pandémie. Les questions qui vont venir après l'épidémie de la part des proches, c'est comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a dit des choses pour moi? Est-ce qu'il savait que j'étais au courant? Toutes ces questions qui vont complètement conditionner le deuil de ceux qui restent. Et il me semble, sans être dans une utopie de pouvoir tout consigner, il y a peut-être des mesures assez simples qui pourraient être mises en place. On est à l'heure de la vidéo, on est à l'heure de la photo numérique, on est à l'heure d'Internet. Il y a probablement des choses très simples, pas consommatrices de temps, et qui permettent, en sortie de crise, vraiment de faire du bien aux survivants, puisqu'on va être on serait, si on prend le scénario catastrophe, dans une situation où une grande partie de la population vont développer des syndromes de survivants. Il est essentiel de prévoir tous ces scénarios et de diffuser l'information, de faire la formation nécessaire aux professionnels de santé. Il faut, dans le même temps, avoir conscience que probablement très peu de ce que nous avons prévu se passera de cette façon-là. Donc, il faut que les soignants soient aussi formés ou entraînés à faire preuve d'initiative. Ils vont devoir inventer, en fonction des situations locales, des patients qu'ils auront, des moyens, ils vont devoir inventer le soin qui correspond au mieux, au moins mal, au moins mauvais. Donc, je crois que cette espèce d'entraînement, c'est d'abord un entraînement à la réflexion. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois préserver avant tout. Et je crois qu'il faut pouvoir vraiment enseigner à la fois les procédures, celles dont il faudra respecter la lettre, et puis la réflexion, c'est-à-dire comment on respecte l'esprit du soin dans une situation où finalement, au jour d'aujourd'hui, une situation dont personne au jour d'aujourd'hui ne peut vraiment dire grand-chose de précis. On ne sait pas comment ça va se passer. On peut analyser des situations épidémiques antérieures pour en tirer un certain nombre d'enseignements, mais d'enseignements en termes de réflexion, pas forcément d'enseignements en termes de procédures à suivre, car nécessairement l'épidémie prendra un tour inattendu dans bien des situations, et surtout dans les situations de fin de vie. Donc, finalement, face à l'originalité de la situation, il faut faire preuve d'inventivité, et on ne fait jamais aussi bien preuve d'inventivité que quand on a un entraînement. La créativité, ça se travaille. La créativité dans le soin, ça se travaille aussi. Comment, au jour d'aujourd'hui, on attire la réflexion des soignants sur ces situations extrêmement complexes
auxquels ils auront à faire face. Alors, on sait bien que quand on fait ça, il y a un premier temps qui est inquiétant. Ouh là là, c'est terrible. Si j'ai pas mon tensiomètre, ma collègue, le téléphone, etc., je peux pas soigner. D'un autre côté, on sait aussi que c'est pas vrai, et on sait aussi que même dans l'adversité, nous avons la capacité d'inventer encore un soin qui rend service aux malades. Et j'allais dire, c'est cette réflexion-là, c'est ce deuxième temps de la réflexion qu'il faut stimuler, oser passer le cap de l'angoisse, de la peur, pour revenir sur une base de réflexion professionnelle, car on sait que c'est dans cet entraînement-là que les soignants puiseront les ressources pour faire face aux situations inédites auxquelles ils seront confrontés. Alors, la différence par rapport à il y a 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a quelques équipes qui commencent à avoir cette expérience-là. Et j'espère qu'on aura très vite la possibilité d'entendre leurs témoignages, de voir comment elles ont réagi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et je crois que, sans nier l'intérêt des procédures, car elles doivent être mises en place et connues et diffusées, sans nier l'intérêt des procédures, il faut que ces procédures soient complétées par le témoignage des équipes qui ont l'expérience de terrain dans notre système, car on pourrait aussi faire appel à des équipes dans d'autres pays, mais il faut que nous sachions, avec l'outil que nous connaissons, l'organisation du système de santé français, avec cet outil-là, comment les équipes confrontées à la prise en charge de patients atteints de la grippe ont pu réagir. Et je pense que ça sera un élément essentiel à la réflexion de l'ensemble des équipes soignantes et à l'appropriation par ces équipes d'une réflexion, dire mais si ça m'arrivait à moi, si ça arrivait à notre équipe, comment pourrions-nous réagir ? Aujourd'hui, moi j'ai besoin de cette confrontation avec les équipes qui ont de l'expérience. Tout le travail de réflexion qu'on a pu initier dans le cadre de l'espace éthique est essentiel, et c'est essentiel pour avoir des intuitions. Et moi j'ai besoin aujourd'hui de confronter ces intuitions à la réalité du terrain. Est-ce qu'on est dans la bonne direction et ce sont ces intuitions qu'il faut confirmer, ou est-ce qu'on est à côté de la plaque, et auquel cas on corrige nos façons de réfléchir, car dans tous les cas, le seul objectif, c'est d'arriver à une organisation de la santé en cas de crise qui remplisse ses missions.